Gilon. Je vais d'abord me raconter un petit peu mon passé actuel avec l'Apple II. J'ai connu l'Apple II au moment de la Trinité, c'est-à-dire lorsque le TRS-80 modèle 1, le PET Commodore 2001 et l'Apple II Integer sont rentrés sur le marché en Europe. J'ai des amis qui ont choisi l'Apple II. Avec mon frère, on a choisi le TRS-80 modèle 1, ce qui a causé au lycée, à l'école d'ingé, après des petites guerres intestines. Bon, enfin, toujours est-il que lorsque j'ai commencé à gagner ma vie, je me suis acheté un Apple IIe. Et là, j'ai vraiment découvert le monde Apple. Et je l'ai quitté en 93 pour revenir en 2012. Ça fait un petit gap. C'est pas utile de s'apesantir sur les raisons pour lesquelles je me suis éloigné un peu de ce monde-là. Toujours est-il que depuis 2012, j'ai commencé à retravailler dessus. Et comme je suis quelqu'un qui adore écrire des utilitaires, moi, c'est pas plus bête que de jouer ou de détromper ou quelque chose comme ça. J'en avais écrit un qui a été commercialisé par la revue Poms, qui s'appelait Banana Soft, et comme je disais à Didier, qui s'est vendu à 15 exemplaires, ce qui montrait un marché émergent au possible, et qu'il l'est toujours à mon avis. Mais bon. Après, en 2012, je me suis dit, alors Banana Soft, c'était un produit en fait qui voulait rajouter des mots-clés du basic Microsoft à l'AppleSoft. À l'époque, parce que l'AppleSoft était à peu près le seul langage basique qui existait. Donc je me suis tenu sur ce langage, puis je me suis dit, il a des atouts, il a des faiblesses, mais il faut pouvoir soi-même l'améliorer. Et c'est pour ça que j'ai écrit Banana Soft, et maintenant j'ai écrit Peersoft que je vais vous présenter. D'abord par une roadmap rapide, et puis après, puisque j'ai écrit le guide utilisateur en français, on pourra parcourir le guide utilisateur et donner plus de détails techniques si le besoin se faisait sentir dans l'assemblée. Voilà. C'est Internet publicitaire. Non, mais j'ai coupé. Alors, je vous présente les dernières nouveautés de Peersoft qui sont apparues dans la version 1.5, puisque la version 1.1, elle reste chez moi, la version 1.2, elle était sur un serveur, mais chez moi. Et puis c'est à partir de la version 1.3 que j'ai posté un truc sur le forum Max Apple, et que là, il y a eu ensuite une annonce sur COM6 Apple II, pardon, et il y a eu des retours, notamment de certain monsieur Finnegan, qui a beaucoup apprécié ce que j'avais fait. L'auteur de New Apple Users Guide. Oui, tout à fait. New Apple Users Guide, le pavé de référence qu'il a sorti l'an dernier. Donc, globalement, Peersoft, alors, pour être intéressé par Peersoft, il faut avoir fait un petit peu de programmation avec AppleSoft. Sinon, peut-être que les idées peuvent être reprises dans d'autres langages, mais je me suis restreint à AppleSoft parce que c'est un des langages que je connais le mieux, parmi les langages que je connais. Bon. AppleSoft a eu toujours des problèmes de performance lorsque on faisait des recherches de numéros de ligne sur des instructions GoToGoSub. Donc les utilitaires à l'ancienne, en fait, résolvaient ce problème en positionnant le pointeur de début de programme juste avant la ligne à rechercher, ce qui accélérait quelque peu les choses. Donc c'est une approche complètement différente qui a été fournie dans Peersoft, puisque dans Peersoft, en fait, lorsqu'on rencontre un numéro de ligne dans une instruction GoToGoSub, on va la transformer dans son équivalent qui donne l'offset binaire par rapport au début du programme, de l'adresse de la ligne. Donc en fait,
la première fois qu'on rencontre le numéro, l'instruction, ça va être un petit peu plus long, mais à partir de la deuxième fois, ça va être infiniment plus rapide. Et je pourrais vous montrer des tests sur le test de non-régression que j'ai fait tout à l'heure. Et globalement, on a des temps qui sont divisés à peu près par 3. Alors, une des dernières nouveautés aussi de la version 1.5, c'était le fait que jusqu'à maintenant, si on voulait programmer la souris avec l'Apple et en AppleSoft, il fallait, c'est-à-dire sans appui de langage machine, il fallait passer par le mode transparent. Donc globalement, le mode transparent, c'est un mode qui réquisitionne toute la logique, tout le flux du programme pour aller interroger la souris et aller faire les actions, puis de nouveau aller interroger la souris et faire les actions qui vont avec. Mais pendant que le programme gérait les interactions avec la souris, il ne pouvait rien faire d'autre en parallèle. Donc, l'apport de Peersoft sur ce point-là, c'est de pouvoir programmer le mode interruption et de pouvoir dire que sur interruption souris qui intervient, eh bien, Peersoft va donner la main à l'intérieur de la boucle d'évaluation d'interpréteur à une routine spécifique qui aura été déclarée par l'auteur du programme. Et comme ça, on va pouvoir traiter l'interruption directement en AppleSoft. Alors, c'est pas des traitements qui requièrent des... Enfin, il faut savoir que dans le mode en interruption, les traitements qui sont critiques doivent rester en assembleur. Hein. Je ne vous dis pas de tout faire dans l'AppleSoft. Mais certaines actions peuvent être déléguées par la suite dans l'AppleSoft en basique. Et c'est là c'est ça que j'ai pu faire avec Peersoft. More AppleSoft bug fix, donc ça on passera, parce que ce sont globalement quelques bugs qui sont signalés dans l'excellente référence de SC Documentor de Bob Sander-Sederloff. Donc je suppose que ceux qui connaissent bien le langage machine ici le connaissent. Je n'ai pas à rappeler. Donc il y a certaines bugs qui sont corrigées et qui sont expliquées dans cette référence-là. Alors, ce qui est souligné, c'est la version 1.5.5. Donc en fait, globalement, qu'est-ce qu'apporte la version 1.5.5 ? Elle apporte 10 routines en langage machine qui peuvent être programmées par l'auteur d'application au lieu d'une seule. C'est-à-dire qu'elles peuvent être définies concurremment. 10 routines qui peuvent être définies concurremment. Hein. C'est-à-dire que vous avez USR. USR, vous aviez une fonction avec un seul argument. Celui-ci devait être de type virgule flottante uniquement, et il retournait une virgule flottante uniquement. Et maintenant, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 10 routines, et chacune de ces routines peuvent accepter jusqu'à 2 arguments. Donc la facilité qu'apporte la possibilité d'avoir 2 arguments permet d'élargir le spectre des fonctions qui peuvent être appelées en langage machine. Et on le verra dans la petite illustration que je vous montrerai par la suite. Une autre chose, alors ça, là on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Il y a une possibilité que les fonctions utilisateurs, alors vous connaissez tous sous AppleSoft le mot-clé d'FFN qui vous permet de programmer des fonctions utilisateurs en AppleSoft basique. Mais globalement, cette fonction-là est très limitée. Et même avec des nouvelles fonctions qui sont incluses dans Peersoft, que je détaillerai un peu plus tard, c'est très peu convaincant. Enfin, les possibilités sont très restreintes. Donc globalement, j'ai fait en sorte que certaines des 10 fonctions utilisateurs
soient en fait des fonctions que j'appelle des procedural functions, écrites en AppleSoft basique, mais appelées dans un contexte d'appel identique à celui d'une fonction USR. C'est-à-dire, globalement, que vous pouvez utiliser la fonction, une fonction par exemple qui fait la somme des 10 premiers entiers. Bon, ben par un deffn, vous ne l'avez pas. Enfin, si vous avez deffn de n, la somme de i égale 1 à n, vous ne pouvez pas la faire avec le deffn. Avec Peersoft, vous allez pouvoir le faire, et je vous montrerai donc l'exemple tout à l'heure, déclarer une fonction complètement en AppleSoft pur, et avec une variable d'entrée et une variable de sortie, et globalement ces variables vont être accrochées au moment de l'appel USR à l'argument et à l'accumulateur FAC de la page 0, si bien que pour la personne qui aura écrit l'instruction USR, ce sera totalement transparent. Bon, je ne vous demande pas de tout comprendre maintenant, ça sera certainement plus clair avec les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure. Les choses qui sont planifiées, on s'en fout. Enfin, vous vous en foutez, pas moi. Oui. Question, ça marche pour DOS ou DOS, c'est quoi? DOS 3.3 uniquement. DOS 3.3 uniquement. Est-ce qu'il y a un impact sur l'utilisation de la mémoire disponible? Oui. D'accord. Une dernière question, toutes ces modifs, ça peut se mettre en ROM, gravé sur une EPROM ou pas? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Ça, c'est la version 1.6. Oui. C'est la version RAM-based. Donc ça, ce sont des trucs techniques, des petits détails techniques. Donc la possibilité, par exemple, de pouvoir référer des tableaux multidimensionnels sur une seule dimension. Donc dans certaines boucles, c'est assez utile de pouvoir jouer sur une dimension au lieu de deux. Ça simplifie pas mal les choses si on veut par exemple faire la somme de tous les termes d'un tableau. L'indice ligne et colonne, on s'en fout complètement. D'accord. Donc globalement ici c'est ce que l'on fait, puisqu'on fait dim A de 4, 5, for i égale 0 to 29, s plus égale, bon, plus égale je ne voulais pas détailler, parce que c'est une fonction qui vient d'une version antérieure de Peersoft, donc pour moi c'est acquis. Donc ça permet en fait d'incrémenter une variable à partir d'une expression, sans faire, si vous voulez, en AppleSoft classique, ce serait S égale S plus A de I. Ah oui, voilà. Tout le monde a compris. Voilà. Alors, ça va? Une nouvelle fonction, donc c'est la fonction IF. Donc c'est la même chose, hein, c'est antérieur à la version 1.5. Donc ça permet en fait de choisir deux expressions suivant le résultat d'un booléen. Donc ça, globalement, dans la doc, je donne un petit argumentaire pour justifier l'utilisation de cette fonction qui est bien pratique, notamment lorsqu'on est restreint au deffn. Par ailleurs. Des fonctions qui permettent de retourner la dimension, c'est-à-dire le nombre de dimensions et la dimension et le nombre d'éléments par dimension. Donc ça, vous les connaissez, hein, c'est dans tous les basiques que je voulais. Il n'y a pas de souci. Alors, Peersoft fait aussi la part belle un autre mécanisme qui est coûteux en temps de calcul, qui est la recherche de variables. Donc globalement, Peersoft offre deux mécanismes de base, qui est un, la gestion d'un cache de référence variable où vous avez des couples nom, variable et adresse de la variable, si bien que lorsque les variables sont en cache, elles sont interrogées les premières, quel que soit leur emplacement par ailleurs dans la zone des variables simples. Et une deuxième fonction beaucoup plus béton, qui est la réorganisation de la table des variables simples, pour mettre au début les variables dont on sait que au moins sur un segment, elles vont être les plus utilisées. Donc on arrive aussi à gagner de la performance à ce niveau-là. Donc ce qui est work in progress, ça reste work in progress. Hein. Donc je ne vais pas m'en détailler. À venir peut-être en septembre, c'est l'implémentation du type byte comme nouveau type de variable entier
comme variante entière pour les types de variables. Voilà. Alors, bon là j'explique les pré-computed GoToGoSub à l'intérieur d'un programme texte. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Si vous me dites non, je passe tout de suite à la suite. Je comprends rien là-dessus. Mais- Puis en anglais, ça. Bon, je vais juste passer sur les allers-roules. Ce serait mieux en français quand même. Ça, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non mais après il y a le manuel utilisateur qui est en français. ouais. Ah, Non, j'ai entendu go, go, go. Donc, Ouais. moi, j'ai pas- Alors, je vous ai parlé donc du précalcul des numéros de ligne. Donc là, c'est typiquement c'est les règles que j'ai suivies pour cela. Donc, premièrement, c'est que puisqu'on va toucher au programme texte source, il faut que le phénomène soit, il faut que le mécanisme soit réversible. Donc, il faut être capable de pouvoir revenir à la forme d'origine avant de sauvegarder le programme, bien sûr sur disque. Parce qu'en fait, il faut que sur disque le programme AppleSoft soit inchangé. Il n'y a pas besoin de mémoire supplémentaire pour implémenter cette fonctionnalité-là. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que c'est une procédure de type just-in-time, c'est-à-dire au moment où on rencontre le GoToGoSub et qu'il y a possibilité de la traiter, on la traite, si elle n'est pas déjà traitée. D'accord? Bon, le programme text listing should be rendered as if no compilation was run. Bien sûr, lorsqu'on fait un list, on revient au même cas que si on devait sauvegarder le texte du programme sur une disquette, on revient à la forme d'origine. Voilà. Donc je vais passer la suite. Donc ça, je passe. Vaut mieux, oui. Donc ça, je passe aussi. Directement à la démo. Bah oui, ouais. Hop. Après, si tu nous fais la démo, après on pourra détailler quelques fonctions qui peuvent être particulièrement D'accord. intéressantes. Ouais. Moi, je voudrais connaître la source de ton inspiration pour ajouter tout ça à l'AppleSoft. Pardon? Parce que quand je vois les termes just-in-time et autres trucs, ça me fait penser à plein d'autres langages modernes et je vois que tu as... Just-in-time, c'est de l'anglais. Ouais, entre autres, exactement. On s'arrête là. Non, non, mais ça peut être un terme industriel, ça peut être plein de choses. La question, c'est pourquoi décider d'ajouter toutes ces évolutions? Qu'est-ce qui a été la source de ton inspiration pour faire évoluer l'AppleSoft? C'est de la curiosité, un intérêt technique, un intérêt particulier. Bah, en sur un fait, type il y a pas mal de fonction. choses. Il y a pas mal de choses là-dedans dont j'ai souvent entendu que c'était pas possible. Donc je me suis dit, C'est un challenge. peut-être une question de challenge. Enfin, d'un point de vue motivation personnelle. Après que ça ait que ça ait trouvé réponse chez les autres, je pense pas. Tu l'as appliqué toi-même à des applications que tu avais faites. Ah bah, disons que les mécanismes qui sont là, c'est les mécanismes. Si on écrit un interpréteur ou un compilateur, on peut penser à mettre en place un certain nombre de ces mécanismes dans d'autres outils de ce type-là. Par exemple, quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est les coroutines. Mais les coroutines, je suis en train de travailler pour les porter sur un autre basique qui est un petit peu meilleur que l'AppleSoft, qui s'appelle le BBC Basic. Et donc je vous ferai une démo si ça marche. BBC, c'était à quand ça? BBC, c'est d'accord. D'accord. Parce qu'ils ont gagné le concours. Je vois le t-shirt, là, c'est pour ça. Ah voilà. On se refait pas, hein, Ok. Et enfin, alors bon, je vais finir par. Hop. Bon, donc ça c'est un petit programme de test de régression que
que j'avais fait pour pouvoir tester. À chaque fois que j'implémentais quelque chose, je me disais est-ce que ça marche. Donc ce programme-là en fait enchaîne les différentes fonctionnalités, donc je vais passer vite. Et d'ailleurs j'ai mis la performance au max pour vous éviter naturellement les temps sur un matériel. Donc là vous retrouvez le typage des variables, plus par exemple la concaténation sur les chaînes de caractères qui s'effectue avec le plus égal. Bon, ça c'est une fonctionnalité qui est antérieure à la version 1.5, donc je passe rapidement. Le typage, le A et le B. Le B, c'est pour mentionner une variable réelle, quel que soit le type par défaut positionné. Parce qu'on voit en haut que le type par défaut, c'est défunt. Bon. Donc ça, c'est alors là-dessus, je le montre, il y a le S plus égal, il y a vous voyez, multiplié par arroba. Arroba, c'est un mécanisme très, très simple qui permet d'accélérer les calculs lorsque on rencontre des sous-expressions dans une expression. Donc typiquement là, le arroba, c'est comme si à la place j'avais mis A, point d'exclamation, parenthèse, I, parenthèse. Parce qu'en fait, au moment où j'utilise le arroba, l'accumulateur AppleSoft qui s'appelle FAC a déjà cette valeur-là. Donc lorsque je fais arroba, j'évite une recherche de variables et un calcul d'index d'un de tableaux, et j'ai directement la valeur. Donc en faisant ça, finalement, j'ai la somme des carrés des éléments du tableau. Ce qui permet de diviser par 2 le temps de réponse, en particulier. En plus de mettre les variables de boucle en entier, ce qui est interdit en AppleSoft classique. Donc là, c'est la même chose, mais en utilisant comme variable de boucle des variables entières par rapport à des variables FP. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai passé pas mal de temps, et c'est ce que j'expliquais à Stéphane. C'est un dispositif qui est là depuis la 1.4 qui permet d'écrire des coroutines en AppleSoft. Donc des coroutines, en fait, ce sont des briques de programme qui s'exécutent, mais au lieu de s'exécuter en séquence, elles vont toutes s'exécuter en parallèle. Et c'est une allocation de type, alors le terme anglais, là je vais utiliser le terme anglais parce que je n'ai pas le terme français, round robin, qui va en fait faire passer le contrôle d'une coroutine à l'autre de façon transparente vis-à-vis de l'auteur de l'application. Donc ici typiquement, qu'est-ce que j'ai trois boucles, enfin trois segments qui commencent en ligne 1100 et qui se terminent par la return de fin de ligne, d'accord. À l'intérieur de ce que j'appelle la coroutine, je fais une boucle et je sors, et à la fin, j'imprime, donc en entrant, j'imprime entered, et en sortie, j'imprime completed. Lorsque je lance cela dans Peersoft, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en fait que la routine 0 est entrée, puis la routine 1, puis la routine 2, sans que la routine 0 soit terminée elle-même, ni la routine 1 d'ailleurs. Donc, en fait, dans les indices, je vais avoir ce qui est derrière le slash, c'est l'indice de la coroutine, et ce qui est avant le slash, c'est le compteur de boucle. D'accord? Donc, ça vous permet en fait de pouvoir gérer du parallélisme à l'intérieur de votre programme. Alors, maintenant, vous allez me dire, est-ce quel bénéfice on peut tirer de cela? Je vais vous dire, je n'en sais pas encore grand-chose. Je sais juste que c'est faisable. Oui. Tu as rendu l'interpréteur safe ou ça reste au niveau du bytecode? Les tokens? Les tokens, alors, il n'y a pas de version claire. Tu parles français, Benoît Supex, c'est en anglais, mais pas en français. Les tokens sont inchangés. Je ne fais pas de copie de la ROM vers la RAM, notamment dans la carte langage. Je n'utilise pas ça. C'est pour ça que lorsque Antoine m'a demandé est-ce qu'il y a des demandes en mémoire, je réponds oui. C'est-à-dire que je vais taper dans les 48K de la RAM. Et tu
switches Désolé. tu switches le compteur ordinal du basique lui-même et donc le bytecode lui il n'est jamais interruptible ou tu préemptes directement dans le langage machine à l'intérieur de l'interface de Non, Il fallait l'enregistrer, On celle-là. va vous laisser les mecs. j'intercède Ça, c'était une question. J'intercède par le vecteur auquel j'ai le droit, c'est-à-dire le vecteur /get/got. D'accord? Et à partir de là, je sais reconnaître les appels qui viennent de la boucle principale de l'AppleSoft. Et je sais faire les actions qui vont bien, notamment les commutations de contexte entre coroutines à ce niveau-là. Est-ce que... plus de détails dans la doc. Mais ce qui est important à savoir, c'est un point que je voulais souligner, c'est que je n'utilise pas les interruptions et donc que les contextes sont comparativement à d'autres moniteurs à d'autres moniteurs multitâches sont beaucoup plus légers. C'est-à-dire que j'ai quelques endroits de page 0, cellules de page 0 qui sont dans les contextes et j'ai quelques segments de piles qui sont dans les contextes. C'est tout. Tu fais des go sweeps quand même. Comment? Tu fais des go sweeps, tu as une pile par thread là. Oui. Il y a des co-sub indépendants. Ça me fonctionne d'ailleurs sur un mécanisme que j'ai décrit après dans un autre post sur Comp 6 Apple Programmer qui s'appelle ex nihilo go subtract frames. Bon. Mélange de latin et d'anglais. Alors là, le problème c'est que comme je l'ai mis au niveau 3, il n'y a pas suffisamment de secondes pour faire une différence de temps entre les deux temps. Donc là, c'est la deuxième fonctionnalité qui est amusante à regarder, enfin pas celle-là, mais la suivante. C'est la programmation de la souris par Pearsoft. Donc là, c'est le mode transparent classique. Donc je vais le faire tout de suite. Donc on a en fait une ligne de statut en haut. Il me dit de bouger la souris, ce que je vais faire. Je bouge la souris. Et naturellement, la ligne de statut en haut se rafraîchit. Mais ça, c'est toujours à l'intérieur du programme principal. Là où ça devient plus intéressant, c'est lorsque j'utilise une routine le mode interruption. Donc le mode interruption, on va voir qu'il y a en fait deux fonctions en ligne 112. Vous voyez, onMouse GoSoup 2800, onTimer GoSoup 2900. Ça veut dire que sur événement de la souris, tac, je vais faire ça. Je vais en 2900 et ensuite je vais faire un return. Et sur événement du timer, je vais en c'est 2800 et 2900. Donc voilà. Donc typiquement, qu'est-ce que ça donne? C'est rapide, hein, c'est assez rapide comme le définir. Voilà. Donc là, vous avez le foreground counter value qui s'incrémente. Voilà. C'est le compteur de la boucle principale, du programme principal qui fait n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que le timer, ici, il compte le nombre de secondes dépassées, et c'est un traitement indépendant. Et qu'en haut, naturellement, la souris, si je la bouge, vous voyez, ça s'incrémente de la même façon. Voilà. Et là, je vais... donc ça, c'est une des fonctionnalités de la 1.5.5, c'est la possibilité de traiter des fonctions utilisateurs pouvant accepter deux arguments. Donc je donne certains exemples où des fonctions qui sont dans les sources sont fournies. Hein. Le calcul du PJCD, le calcul du PPCL, le calcul de la factorielle, les opérations binaires sur 16 bits, ce qui peut être utile parce que dans AppleSoft on ne les a pas. Le clic sur 16 bits, et le max de 2 valeurs FP et le min de 2 valeurs FP. Donc si j'exécute, voilà ce que ça donne. Et ça va naturellement à la vitesse du langage machine, puisque c'est du langage machine. Appelé. Et on voit donc que, en fait, GCD, donc on utilise bien les deux arguments appelés par la fonction USR. Ce qui n'était pas possible avec AppleSoft. Alors, si maintenant, pour les coroutines, ah, bon, oups, pardon, c'est peut-être pas la bonne version.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une première routine qui affiche des étoiles. Bon, en fait, la deuxième routine affiche des étoiles. La première routine, en fait, fait une sorte de print de process scan et affiche un certain nombre de choses comme le numéro de la ligne basique qui est actuellement couvrante pour telle coroutine. Et la troisième coroutine fait un calcul entier. Donc si je mets par exemple 37, 6, et il me répond. Ça n'empêche pas les autres coroutines de fonctionner, bien sûr. Hein. Et lorsque je tape Escape, il y a détection naturellement de la frappe. Et on arrête l'ensemble des deux routines qui sont là. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de ma démo. On peut t'applaudir. Bon, très bien. J'espère que... Alors, il y a une deuxième partie de démo que je vais peut-être faire, mais en fait, ce que je voulais vous faire, c'est vous présenter, parce que je suppose que beaucoup de gens déjà connaissent cette petite carte-là, qui s'appelle la Raspberry Pi. Et cette petite Raspberry Pi a un CPU qui s'appelle ARM, Advanced RISC Machine. Et le premier nom pour l'ARM, c'était Acorn RISC Machine. Donc c'était les Anglais qui l'ont fait. Et les mêmes Anglais ont écrit un système d'exploitation qui s'appelle RISC-OS pour cette puce-là. Et c'était une démonstration de l'OS. Et pour moi, pour vous donner mon sentiment, je pense que cet OS aurait été le futur de GSOS si Apple avait continué ses travaux dessus. Voilà. Donc ce que je peux faire, c'est, avant de vous le montrer sur le Raspberry Pi, parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore testées complètement, c'est de vous le montrer en mode émulation sur mon MacBook. Et sinon, on branche l'autre vidéo si tu veux. Ouais, bah attends, j'ai déjà le montré comme ça. C'est un risque OS 3 là-dessus. C'est vieux quoi comme émule. Alors, On a nos versions 6 aujourd'hui, ils sont incapables de les émuler sur ces petites machines. Attends. Cette version-là, elle a actuellement RISC-OS 5, 5.20. Et actuellement, on doit être à la 5.22. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était du closed source. D'accord? Donc, ça veut dire, enfin, je pense pour certains, peut-être une qualité apportée, mais que ça s'est ouvert, le code s'est ouvert, et maintenant c'est devenu un modèle qui s'appelle le shared source. C'est-à-dire que les gens comme vous et moi peuvent accéder aux sources, avoir leur propre version de l'OS sur n'importe quelle machine qu'ils ont. C'est au niveau les contraintes sont plus au niveau de la redistribution sous forme commerciale de machines avec RISC-OS dessus. Mais pour toute autre utilisation, ça revient à de l'open source, à mon sens, hein, ça revient à de l'open source normal. Donc, ce que j'avais bien aimé sur l'Apple, c'était une machine, si vous voulez, sur laquelle la distance entre l'idée et l'expérimentation de l'idée était très courte. C'est-à-dire qu'on avait une idée, on la mettait en œuvre, et on pouvait voir si on était quand même à côté de ses pompes au bout de 10 minutes, ou alors si vraiment il y avait quelque chose derrière. Eh bien, c'est ce que je retrouve dans cette architecture-là, comme dans l'Amiga ou d'autres choses. Enfin, je ne sais pas. Traître. Ouais. Ah, mais toutes les applications Apple. Oui. Alors, comment ça se présente? En fait, ici vous avez un certain nombre d'icônes système. À l'extrême droite, vous avez un gestionnaire de tâches. D'accord? Vous avez ici des périphériques, donc là le périphérique disque.
d'accord? Vous avez des applications. Alors certaines des applications sont déjà dans la ROM. Ça veut dire que, un peu comme la toolbox de GSOS était déjà dans la ROM, mais bon, il y a eu des ajouts après, il y a eu des extensions qui sont venues sur disque, etc. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ces applications, elles étaient principalement dans la ROM. Donc typiquement, la machine arrivait à démarrer en 1 ou 2 secondes. Le temps d'entendre le bip que vous avez entendu au tout début. Donc, pour vous montrer, avec des exemples personnels, ce que l'on peut arriver à faire, j'ai 2 choses. J'ai fait un essai de reconnaissance manuscrite à la volée, un petit peu. Alors, je l'ai fait en 2000, et à l'époque, on parlait beaucoup des palmes, de palm computing, du Gravity, etc. Et je voulais faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, c'était juste, ça c'est juste l'idée. Hein. Donc, On allait bien au déjeuner. voilà. Donc, globalement, on a 2 fenêtres. Alors, je l'ai appelé tag, ce qui veut dire The Handwriting Engine. The Handwriting Engine. Donc en fait, si on prenait les bonnes lettres de chaque mot, ça faisait tag, ce qui était mal. Donc si j'écris par exemple un terme, voilà. Bon, là il a reconnu, attendez. Voilà, là il a reconnu un J. Bon, je vais le faire passer en majuscule. Ah, le voit en bas, oui. Target string, EJ. Ah. Voilà. Et pour vous montrer, il faut savoir que ce programme-là n'utilise pas de virgule flottante. Il le pourrait maintenant parce que dans le Raspberry Pi, il y a assez de puissance de calcul, mais à l'époque, les premiers ARM étaient comme le 6502 et n'avaient pas de coprocesseur à virgule flottante. Donc maintenant, je vais vous montrer le source. Sans VBC basique? Oui, tout à fait. Et alors en fait, j'avais écrit les coroutines parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a un moyen d'avoir une coroutine pour la gestion du tracé et une coroutine pour la détection. C'était un commentaire que j'avais laissé en post sur le site Axapple. Voilà. Alors il n'y a pas beaucoup de commentaires, je suis un petit peu désolé. Ça ressemble. C'est pas clair. Ah, ouais, Target String, je l'ai vu la chaîne. Bon. Bon, l'adresse ça a changé, hein. C'est plus la même. Je n'attends plus à cette adresse-là. Voilà. Ça c'était une première adresse, et puis sinon une application je dirais plus standard que j'ai écrite, qui permet d'avoir un carnet d'adresses, mais où j'ai voulu avoir des composants par type d'objet. Donc j'ai une petite application pour les identités, une petite application pour les adresses géographiques, une petite application pour les associations entre les identités et les adresses géographiques, et puis une petite application pour les ressources web. Donc si par exemple je lance la petite application pour les associations entre les identités et les adresses géographiques, j'ai les 3 qui sont affichés. Donc là, si je vais... Voilà. Donc là, on peut voir par exemple que Benoît Gillon, à un moment, il était 8 rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine, et c'était le type de son bureau. D'accord? Donc si je demande à voir les détails sur 8 rue Victor Noir, ben, je peux l'avoir là. D'accord? Je peux par exemple demander une nouvelle adresse, Allemagne, et à ce moment-là, voilà, c'est les...
les noms des voix en allemand, bien sûr. Donc j'avais fait ça pour l'italien, l'anglais et l'allemand, enfin là où j'avais des contacts. Et si par exemple... alors attendez, je clique là. Tony Blair, par exemple, c'est à l'époque. Qui lui appelle. Vous voyez, ça rafraîchit automatiquement sur le drag and drop. Donc c'était, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si cette version-là, non, elle ne l'avait pas. C'est qu'en fait, c'est une application qui permet sans problème de gérer les drag and drop un peu comme aujourd'hui macOS 10, quoi. Sauf que ce système-là, il existe depuis 1985. Bon. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On essaye ou... Non, faut brancher l'autre vidéo là. Parce que la seule sortie. Mais je vous garantis pas que ça va marcher, hein, donc pardonnez-moi si ça ne le fait pas. Mais ce sera... Ça peut se relancer grâce au Raspberry. Là, cet OS-là, redevenir un... Il faut bien... Alors, ce sont des gens de RISC-OS Open qui maintiennent la version la plus à jour de RISC-OS. Ouais. Et ils sont consultants chez Broadcom, donc les fabricants de la puce. Ouais. Et ils le font, je ne pense pas qu'ils gagnent de l'argent avec les gadgets qu'ils vendent autour de ça, si vous voulez. Mais RISC-OS est une communauté assez vivante. Et tu penses que ça peut vraiment redevenir un système... Surtout avec le succès du Raspberry Pi. Ouais. C'était vous? Je crois que tout est à vous là. Alors il y a la souris, le clavier, qu'est-ce que j'ai oublié? La clé, j'en ai pas besoin. Ah oui, l'alimentation. Ah, et puis le câble HDMI que tu vas me passer. HDMI to HDMI, please. Bah, tiens alors. C'est celui qui est là. C'est lui qui est là. Est-ce que il est allumé, c'est bon? Ouais, il est en train là. Il est en train. Il va arriver. Il va arriver. Il faut que je mette le signal ou pas? Tu peux. Tu peux. On va voir comment il le prend. Menu. Voilà. Oula, il n'y a pas beaucoup de contraste. Non, c'est vrai. Mais c'est ce chauffer là. Ouais, peut-être que je crois un peu ça. La définition est quand même plus fine, donc... Ça, c'est ce qu'il y a dans Apps. Le problème, c'est... Si on peut le régler un peu. Alors, naturellement, il existe encore des sociétés qui vivent encore de cela, mais qui ne font pas que cela. Hein.
Ah, c'est le contraste, oui, voilà. Si on peut diminuer la luminosité Ouais, et augmenter le contraste. et laisser le contraste comme il est. Ça va mieux. Là, ça va. Ouais, ouais, c'est bien. Là, comme ça. Ouais. Voilà, je descends un peu plus pour voir si ça va. Non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Comment ça va le truc C'est bon, Ça va? Ouais, ouais. Ouais. J'essaie de mettre ma fenêtre devant, mais en fait, comme c'est celle de. Je gagne pas. Par exemple, des choses que j'avais faites qui étaient de pouvoir un utilitaire qui permet de récupérer un petit peu comme le menu historique dans Windows 95. Et bien là, c'est la même chose. C'est la même chose sur RISC-OS. Donc ça, c'est un type d'extension système qu'il est très facile de faire de par la modularité du système d'exploitation. Maintenant, je ne sais pas si les spécialistes peuvent me le dire, si c'est la même on peut faire la même chose facilement sous GSOS. Non, Spécialiste. Non, non, mais si tout et chacun peut le faire. C'est pas si quelqu'un qui a accès aux sources. Antoine va répondre. Alors, bon, je ne peux pas vous présenter parce que je n'ai pas d'accès réseau sur la Raspberry Pi. Il y a un client FTP. Je peux vous présenter un logiciel dont je me servais souvent, qui s'appelait Impression, qui permettait d'éditer des documents facilement. Donc ça c'était pour un groupe. En France, on essayait de franciser un petit peu la documentation technique sur RISC-OS. Et ça, c'était sur le protocole des greffons dans les butineurs. Donc c'est la version française, en fait, du protocole pour les équipes de développeurs en France. C'est vraiment un logiciel. Au niveau taille, il faut savoir que ce logiciel il tient sur une disquette de 800K. Donc c'est un traitement de document, c'est pas uniquement un traitement de texte. On peut faire de la mise en page et ce genre de choses. J'avais écrit aussi, mais alors ça, je pense que ça ne va pas marcher parce que C'est c'est quelle pas année adapté au niveau graphique. Et je peux essayer. J'ai aussi créé. Alors je ne sais pas si c'est là. Est-ce qu'il y a un publication? Oui, c'est ce que j'ai fait, que j'ai entendu parler. Voilà. Donc en fait, j'avais écrit un émulateur Apple sur cette machine. Ben voilà. Encore un, mais c'est pour ça que je ne veux pas trop. Mais là, le problème en fait, c'est qu'il marche très bien, mais sur des vieilles configurations, il n'est pas encore adapté aux nouvelles configurations. Donc si je le lance, même s'il y a ici la couche de le iMuller qui est là, qui permet de faire fonctionner des anciens logiciels sur des nouveaux matériels, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. On va essayer. Bon, manifestement, non. Je peux poser une question idiote ou pas? Bon, je crois que ça va s'arrêter là, la démonstration. Je peux poser une question Oui, bien sûr. idiote? Risque OS, sur quoi tu... Donc c'est 93, c'est ça? Pardon? Non, c'est contemporain en fait. Ça va avec les petits ordinateurs. Mais non, alors, hein? ça va sur tout pratiquement, enfin, la plupart de ces petites cartes que vous voyez là, à peu près 70% sont autour d'une famille qui s'appelle la famille des processeurs ARM. Et globalement, RISC-OS a été adapté pour 4 à 5 des plus populaires de ces cartes, dont le Raspberry Pi en flagship. Et tu l'as développé quand, ce qu'on vient de voir? C'est ça que je comprends pas.
Non, j'ai pas développé le système. Non, pas le système. Ton Les émulateur. applications tout que tu nous as ça. montrées. De 80, Anachronique. à partir du moment où j'ai quitté Apple jusqu'à 2012. Voilà. En termes de contraintes, on est proche. 93, 2012. Malgré la distance de temps, on est proche. Sur la Raspberry Pi et la taille, on est proche en termes de contraintes de ce qu'il y avait sur l'Apple II à l'époque. En termes de contraintes de taille, Ah bah ça, enfin, de puissance et tout ça. sur l'Apple II, c'est pouillamesque par rapport à ça. Ah oui, bah, enfin, c'est ce qui le rend si sympathique. Et alors pourquoi est-ce que tu dis que c'est ce qui est le plus proche de l'Apple II aujourd'hui, enfin de cet environnement? Qu'est-ce qui fait que ça se ressemble? En fait, ce qui est important pour moi, c'était comme j'expliquais tout à l'heure, c'était la distance entre l'idée et la mise en pratique. Et avec l'histoire l'essai de la reconnaissance que je vous ai montré tout à l'heure, d'écriture manuscrite, globalement, j'ai eu l'idée en octobre 2000 et en janvier 2001, globalement, les premiers jets étaient torchés, quoi. Après, il n'y a plus que... si je voulais le reprendre, il faudrait que je rajoute des caractères et des contraintes sur la longueur des segments reconnus. Enfin, c'est trop technique, mais globalement, je suis arrivé à ce que je vous ai montré en 3 mois, alors que c'est pas ma profession d'écrire des programmes, hein, mais le temps d'un week-end, quoi. Enfin, le temps de plusieurs week-ends. Voilà. Mais je pense que c'est le cas pour globalement la majorité d'entre vous qui ont fait un peu de programmation. Je ne sais pas si vous le faites de la programmation Apple de façon professionnelle, mais ça reste un dada, c'est pas du tout le cas. Pour moi en tout cas. Voilà. Donc j'espère que je vais réussir à vous intéresser à cette plateforme et je vous engage à vous y intéresser parce que la popularité va croissant. Hein. Alors je sais il y a des gens qui font des travaux, j'ai vu la ADT Pro qui tournait, qui fonctionne très bien sur le Raspberry Pi. Didier, tu dois avoir une carte Apple Pi, je crois. Oui, j'en ai une. Voilà, donc... Alors, le problème de ces cartes, c'est que le port est série. Donc en fait, la communication entre l'Apple II et le Raspberry Pi, ça passe par un chip 6551 qui est en fait un contrôleur série. Donc en fait, comment tu le branches le Raspberry là? Comment tu le branches en série le Raspberry? Alors attends. Il y a une sortie série, oui. USB série? Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai autre chose aussi. Adaptateur USB série, d'accord. Non, mais il y a autre chose aussi. Peut-être mieux. C'est ça. Tu mets là. Et là, tu Ah oui, voilà. Ça utilise le GPIO, donc ça ne mobilise pas un port. Donc là, on a 4 ports, ça va, mais les premiers Raspberry Pi, on n'en avait que 2. Et là, vraiment, il fallait faire attention. D'où la popularité de ces petits cartes d'extension. Ah ouais. Ok, ouais. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous intéresser. Merci. De votre attention.